Et effectivement, la question spirituelle ou de l'intériorité est essentielle pour comprendre qui nous avons en face. Donc, dans mon premier livre, j'avais parlé de George Soros, qui est un bon point d'entrée dans le monde de cette élite mondialiste. Eh bien, George Soros, dans un de ses ouvrages, avait expliqué, avec cette citation étrange où il disait « J'ai depuis l'enfance des fantasmes messianiques ». Des fantasmes qu'il m'a fallu combattre afin de ne pas finir dans un asile de fous. Mais lorsque j'ai réussi dans la vie, j'ai finalement pu laisser libre cours à ses ambitions. Donc il le dit clairement. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, comme ils sont orgueilleux, il y a toujours un moment où en fait ils disent les choses. Il suffit effectivement de lire, de s'informer. Pour ma part, j'étudie ce projet finalement, puisque on parle de complot. Alors je ne sais pas si... Tiens, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'une des accusations du tribunal de Nuremberg envers les dignitaires nazis qui étaient jugés, c'était l'accusation de complot. Parmi toutes les accusations. Donc on parle de complotisme, donc le complot est donc une accusation qui est reconnue. Il existe des complots donc qui sont reconnus et compris par les instances de la gouvernance mondiale. Eh bien, plus que d'un complot, je parlerai d'un projet. Et en fait, on est tous réunis ici par rapport au Covid qui a coagulé une forme de résistance. Eh bien, ce projet, en quelque sorte, comme un prédateur sous-marin, émerge à des moments. Il devient visible pour la population quand l'agression est trop patente. C'est ce qui s'est passé avec le Covid. Pour ma part, je pense qu'ils sont peut-être allés un peu trop loin. Ils ont fait preuve d'hubris et ils se sont révélés parce que justement, comme ils sont orgueilleux, ils pensent qu'ils peuvent tout faire et qu'en face, finalement, à mesure qu'ils nous écrasent, ils se disent c'est bon, on peut passer l'étape d'après. Mais là, ils se sont révélés un peu au grand jour. Et ils ont un autre problème, c'est que, comme disait Orwell, dans 1984, il décrit, il y a le parti de l'extérieur et puis il y a le parti de l'intérieur. Eux seraient un petit peu le parti de l'intérieur. C'est eux qui prennent les vraies décisions. Et puis ensuite, il y a toute cette hiérarchie de gens qui les appliquent et qui sont en quelque sorte le parti de l'extérieur. Ce sont ces gens qui, en fait, appliquent les choses plus par contrainte et finalement de manière alimentaire, parce que c'est leur travail. C'est les fameuses explications que donnait Eichmann à son procès. Et finalement, on retrouve ça à toutes les époques. Un sociologue du 19e siècle, Roberto Michels, parlait de la loi d'airain de l'oligarchie. Il expliquait que tout système, finalement, tout parti politique et autres, arrivé à un certain seuil, devient oligarchique. Et en fait, finalement, c'est ce qu'ils ont créé. Ils créent donc des systèmes desquels, finalement, eux, ils se situent à l'extérieur, puisqu'ils sont des gens qui ne sont pas élus, qui ne participent pas aux débats démocratiques habituels. Et finalement, ils sont derrière les coulisses. Mais il y a des gens chargés d'appliquer les choses. Ce que j'avais remarqué à mon niveau, c'est que, par exemple, pendant les manifestations anti-pass, eh bien, je pense que les gens du parti de l'extérieur, chargés d'appliquer les choses, notamment les élus locaux et autres, quand ils ont vu finalement des foules de gens, il y avait déjà eu ça en France avec les Gilets jaunes, mais là encore plus, quand ils ont vu des foules de gens qui venaient leur poser des questions, qui venaient devant chez eux, qui venaient, moi je suis originaire de Nice, mais qui allaient même jusque devant la maison du maire pour lui dire qu'est-ce qui se passe et tout, au bout d'un moment, je pense que ces gens-là, qui ne font pas les choses par conviction, mais par estomac, ont fait remonter les choses plus haut. Ils disent, bon, on va peut-être pas non plus se faire lyncher pour ça. Et donc je pense qu'il y a effectivement la légitime défense, garder cette pugnacité, c'est quelque chose de fondamental. Et effectivement, il faut arriver à être... à ne pas passer la ligne et effectivement à ne pas rentrer dans une action qui serait répréhensible. Mais il faut être toujours prêt à se défendre. C'est un principe de base qu'il faut garder en tête.
enfin moi pour ma part, ce qui m'a permis par exemple d'anticiper, parce que c'est la même chose, alors, aussi souvent on nous dit mais finalement à quoi bon tout ce qu'on fait? Eh bien à quoi bon? Par exemple le Covid nous l'a montré, c'est d'abord par l'information que cela se passe. C'est-à-dire si on a une bonne information, ou en tout cas une information différente, on peut résister au rouleau compresseur, et en fait au niveau du Covid, ça nous a même sauvé la vie ou sauvé la vie de proches. Quand on a vu arriver cette chose-là, le fait d'avoir déjà des connaissances sur ce qu'est le mondialisme et sur ce que sont capables de faire ces gens-là, eh bien moi personnellement, ça m'a permis d'anticiper la chose et de comprendre très vite que bon, ce qu'ils étaient en train de faire, c'est ce qu'on attendait depuis des années, c'est-à-dire à la fois matelasser l'effondrement économique et le reporter sur une autre cause, et puis ensuite appliquer des politiques pseudo-sanitaires qui en fait visent au contrôle de la démographie et de la population, parmi d'autres choses. Parce qu'en fait, il y a plusieurs explications, mais il y en a certaines qui sont plus saillantes et plus visibles et que j'ai étudiées. Donc, par exemple, cette question du contrôle démographique, j'étais tombé en faisant mes enquêtes sur cette réunion qui avait eu lieu en 2009 entre différents oligarques comme Soros, Bill Gates, Warren Buffett et d'autres, qui en fait, donc 2009, un an après la grande crise financière, et qui anticipaient finalement quels seraient les problèmes pour la décennie à venir. Et pour eux, le problème clé, c'était la démographie et l'excès de population qui est la cause dans leur narratif de tous les autres problèmes écologiques et autres. Voilà. Donc ils avaient, eux, déjà leur plan d'action. Le problème, effectivement, c'est que nous, on prend les coups, mais on n'a pas de plan à long terme. Avoir recours à son instinct de conservation est la meilleure réponse, parce que finalement, c'est ce qui peut nous permettre de nous préserver. Ces gens-là sont obsédés par le contrôle, par l'idée de faire réussir leur projet, car ils ont un projet. Quand on regarde ce qu'avait décrit Aldous Huxley dès les années 20, il montre en fait le projet, quel serait leur projet s'il était réalisé, c'est-à-dire une forme de fédération mondiale du genre humain, organisée avec une espèce humaine organisée par caste génétique, avec la reproduction humaine qui serait entièrement faite par ingénierie et qui serait découplée de la sexualité, et la sexualité serait plus que quelque chose de loisir. Voilà. Tout cela, alors pourquoi est-ce que Huxley a pu l'anticiper? Parce que lui-même était dans des cercles qui, justement, préparaient ce projet-là. Le propre frère de Huxley, Julian Huxley, fut le premier directeur de l'UNESCO, et c'est lui qui a forgé le terme de transhumanisme. L'idée, c'est de comprendre qu'en fait, ces gens-là, donc Huxley, lui, faisait partie de ces milieux, finalement, de ces familles, en fait, qui se transmettent, en plus de leur héritage, un projet de société, et un projet, finalement, comme faisaient les monarques autrefois, ou les aristocraties, qui se transmettaient le projet, on pourrait dire, de royauté chrétienne. Et bien ces gens-là se transmettent le projet, on pourrait dire, de royauté mondialiste, si on veut. Et le projet, donc ce projet transgénérationnel, progresse. Et des gens comme Soros sont dans cette idée-là. Il a d'ailleurs transmis sa fortune à ses descendants et son empire politique à l'un de ses fils. Voilà. Et donc en fait, le fait de comprendre qu'il y a un projet, ça nous aide à nous défendre, et à savoir qu'en face, on n'est pas juste face à de la mauvaise gestion ou à des... Non, on est face à des gens qui ont réellement une idée en tête, qui veulent gouverner, qui ont mis en place tous les instruments nécessaires pour cela, et qui ont les moyens colossaux pour le faire. Le cas de Soros est emblématique, puisque c'est quelqu'un qui est un financier multimilliardaire, et qui en fait nous montre bien que le but de ces gens-là, ce n'est pas que l'argent. C'est une fois qu'ils ont atteint un certain niveau d'argent, c'est vraiment le contrôle et le pouvoir. Voilà. Et au-delà du pouvoir, effectivement, il y a une question spirituelle. On pourrait même dire qu'il y a une question de vide spirituel. C'est-à-dire que ces gens-là sont finalement... C'est pour ça qu'effectivement, la perspective même d'une confrontation nucléaire qui peut paraître folle et absurde à un esprit raisonnable, pour des gens qui se sont hissés à ce niveau-là et qui n'ont pas d'autres horizons d'attente
que le contrôle, la domination et en fait leur propre immortalité, mais immortalité matérielle, c'est-à-dire le transhumanisme. Quand ces gens-là nous parlent de transhumanisme, ils nous expliquent l'humain qui vivra 1000 ans est déjà parmi nous, etc. Bon, un esprit raisonnable sait que c'est chimérique. Mais eux, ils y travaillent vraiment, parce qu'ayant bouché tous les horizons d'attente spirituelle, ils travaillent vraiment à une forme de restauration d'un paradis terrestre sans Dieu. Et en fait, il y a une forme de révolte fondamentale contre la création, le créateur et le principe intelligent qui a créé toutes ces choses qui nous précèdent et qui sont là avant que nous venions au monde. Et bien ces gens-là, finalement, c'est un réflexe, on pourrait dire, d'essence, je dirais, gnosticiste, peut-être pas gnostique, mais vraiment de cette idée que finalement, c'est soit notre faute, soit la faute du Créateur. Donc c'est la faute du Créateur. Donc il faut finalement que nous-mêmes, nous construisions un système parfait. C'est pour ça qu'ils sont obsédés aussi par la systémique. Donc d'ailleurs, dans mon premier livre sur Soros, je montre l'influence de la cybernétique sur sa pensée. Parce qu'il parle souvent de Karl Popper. Karl Popper déjà était lui un spécialiste de l'ingénierie sociale. Karl Popper expliquait que par exemple les bolcheviks avaient fait une ingénierie sociale trop brutale et qu'il fallait faire les globalistes devaient faire une ingénierie sociale progressive par palier, c'est-à-dire transformer la société au fur et à mesure, parce que sinon il y a ce principe en cybernétique de feedback, c'est-à-dire vous avez un retour qui peut être trop violent et que vous n'allez pas maîtriser. Et finalement, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? On parlait tout à l'heure du cœur de l'histoire. Qu'est-ce que le cœur de l'histoire, finalement? Moi, je pense que c'est la dialectique. C'est la confrontation qui permet, effectivement, à l'histoire d'avancer. Héraclite disait « Le monde est une harmonie de contraires ». Voilà, si on regarde l'univers, tout est organisé par polarités opposées qui se complètent et qui créent un troisième terme. Bon, la procréation, c'est l'exemple même de ça, entre la polarité masculine et féminine. Eh bien, ces gens-là veulent contrôler ces processus-là, et notamment, eux, ils veulent imposer. C'est pour ça que leur projet est délétère, parce qu'ils ont un projet d'essence totalitaire qui veut étouffer toute forme d'opposition. Alors que, justement, la dialectique est saine, et si vous avez une thèse, vous aurez une antithèse, et de là, vous produirez naturellement, la civilisation produira une synthèse. Ces gens-là veulent empêcher ça, parce qu'ils ont une pensée démiurgique, ils pensent que de leur esprit peut naître un système parfait. Et ils veulent l'imposer. Bon, c'est je pense, une tendance qu'ont tous les humains qui ont du pouvoir et qui ont de l'intelligence, parce que là aussi, ces gens-là sont réellement intelligents. Maintenant, qu'est-ce que l'intelligence ? Saint Antoine le Grand, un des pères du monachisme, expliquait que l'intelligence, c'est une faculté spirituelle. C'est ça qu'on oublie aussi. Dans notre époque scientiste, l'intelligence, c'est juste un organe, c'est le cerveau. Non, le cerveau, c'est une interface. L'intelligence, c'est une faculté spirituelle, et c'est ce qui nous permet de connecter les éléments entre eux, et c'est peut-être ça, effectivement, qu'il a manqué. Souvent, on s'étonne de voir des gens qui nous apparaissent très intelligents, plus intelligents que nous, qui n'ont pas compris des choses essentielles, eh bien parce qu'ils ne sont pas sages. Ils sont peut-être intelligents, ils savent des choses, mais ils n'ont pas eu la sagesse d'utiliser cette faculté qui est présente en l'homme et qui a autant à voir avec l'esprit qu'avec le cœur. Voilà, il faut faire descendre l'intelligence dans le cœur. Eh bien, ces gens-là ont fermé leur cœur, ils sont dans le rationalisme pur, et ils veulent finalement, combler ce vide intérieur par le contrôle extérieur du monde. Il y a toujours eu des élites, il y en aura toujours. Vilfredo Pareto expliquait que, selon lui, l'histoire est un cimetière d'aristocratie. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des dominants et des dominés. Pour ma part, je pense que la différence se fait dans le projet qu'ont les élites. On pourrait parler peut-être plus, parce que le terme élite maintenant est dévoyé, de minorité. Il y a toujours des minorités motivées. Nous-mêmes ici, nous sommes une minorité. En face, nous avons une autre minorité, sûrement plus minoritaire que nous, mais qui a des moyens colossaux. Et au milieu, vous avez une masse de gens qui est indécise et qui choisira toujours, on pourrait dire, le parti de l'ordre, quand bien même ce parti de l'ordre serait celui qui installe les conditions du désordre. Mais peu importe, ce qui compte, c'est la narration dominante et les organes de répression.
C'est ce qu'on a eu avec le Covid. On peut raconter n'importe quelle imbécilité, mais si vous savez qu'à la clé, il y a des amendes, voire la prison est plus grave, et l'ostracisation sociale, eh bien, vous suivez. La première étape, c'est effectivement de comprendre leur projet, d'où l'importance fondamentale des sites de réinformation, des livres, de la formation. Moi, je travaille beaucoup à ça. C'est pour ça que j'ai créé l'Institut Stratégica il y a quelques années. Dans l'optique de passer de l'information à la formation, c'est-à-dire la formation des esprits. Et en fait, moi, je crois à ça. Je crois que face justement à ce changement d'époque, à cet effondrement, s'il y a une solution, elle viendra de la formation de personnes qui ensuite, dans leur milieu spécifique, prendront des responsabilités, mais auront une formation différente des gens actuellement en fonction. Et je pense que ça peut se produire. Quand vous avez un effondrement, après il y a un vide de pouvoir, et là, naturellement, les gens qui savent faire des choses peuvent occuper ce vide. Donc effectivement, on est dans une période compliquée parce qu'on passe d'un système à l'autre. En fait, on est en train de comprendre que derrière le vernis démocratique, il y avait un projet totalitaire, que moi j'appelle globalitaire, puisqu'il est globaliste, il a vocation à être mondial, et totalitaire, parce que effectivement, il met en place un système qui mobilise toutes les ressources et les possibilités pour arriver à ses fins. Là encore, si on revient à Soros, c'était un bon exemple. C'est pour ça que j'étais parti de ce sujet d'étude-là il y a quelques années, parce que si on regarde comment agissent ces fondations, donc vous avez un multimilliardaire qui a été poussé dans les places financières. Là encore, il se présente, ça aussi c'est une clé de compréhension des enjeux, c'est qu'on nous présente toujours des personnalités qui seraient des sortes de démiurges isolés. Alors lui, c'est un génie de la finance. Non, mais ce qui compte, c'est le réseau. Alors, il faut des hommes qui savent faire des choses, mais si ces hommes-là ne sont pas dans un réseau, seuls, ils vont rien faire. Donc lui, il a été mis dans les bons réseaux des places financières de la City, puis de New York. Et de là, il a pu faire sa fortune et orienter sa fortune dans le sens des buts stratégiques qui sont ceux de l'anglosphère depuis plusieurs siècles. Et donc, qui sont la domination du continent eurasiatique au niveau géopolitique et tout ce qui en découle. Donc, si on regarde comment ces fondations agissent, donc la fondation Open Society, déjà il a pris un terme simple, c'est l'idée de société ouverte. Donc là c'est pareil, c'est de la dialectique, c'est de la cybernétique, c'est si vous êtes avec moi, vous êtes dans le camp de l'ouverture, vous êtes contre moi, vous êtes dans le camp de la fermeture, donc vous êtes arriéré, vous êtes fascisant, etc. Donc c'est très facile, c'est quelque chose d'assez simpliste qui a bien fonctionné, on va dire, pendant les 30 premières années d'exercice. Depuis, cette fondation a été fondée à la fin des années 80. Dès les années 80, il agissait, puis après, sous sa forme actuelle, au début des années 90, ça a bien fonctionné. Maintenant, c'est un petit peu trop visible, vu toutes les actions qui ont été faites. Et d'ailleurs, je pense que c'est la phase dans laquelle nous rentrons. C'est qu'en fait, le système mondialiste qui, pendant les 30 à 40 dernières années, il avançait en quelque sorte masqué. Tant qu'il y avait en face le rival soviétique, on pourrait dire l'autre face du mondialisme, mais d'un mondialisme plus arriéré, l'Occident était obligé de montrer une face plus amène et même de laisser un petit peu de liberté d'expression. Il fallait montrer que notre système était quand même mieux que le système soviétique. Le système s'est emballé à partir du moment où le système soviétique s'est effondré, donc les années 90, et là on est passé dans l'unipolarité. C'est là que des gens comme Georges Bush père ont parlé ouvertement de nouvel ordre mondial. Donc c'est l'idée d'arriver vraiment à un ordre unipolaire. Sauf que cette unipolarité se heurte maintenant à deux choses. La conjonction d'un front géopolitique antagoniste à l'extérieur de la zone contrôlée par les mondialistes, c'est-à-dire l'Occident, et antérieur à l'Occident, la fronde grandissante de la partie de la population, dont nous, qui comprend la nature totalitaire de ce projet. Et donc ce projet a muté et il va devenir toujours plus dur. Et finalement, c'est les deux leviers, parce qu'avant chaque guerre mondiale, notamment avant la Seconde Guerre mondiale, on a vu, là pareil, les démocraties de marché
se raidir et devenir elle-même, avoir recours elle-même à des formes, on pourrait dire, d'autoritarisme pour contrer les rivaux stratégiques de l'époque. Et bien là, c'est la même chose. Parce que finalement, l'Occident, dans la partie qu'il contrôle sur ses frontières, sur la Pologne, sur l'Ukraine de l'Ouest, etc., là sont autorisées des choses qui sont pas permises à l'intérieur de l'Occident. C'est-à-dire, par exemple, les valeurs traditionnelles, etc., vont être défendues dans les pays limitrophes, Roumanie, Pologne, etc., face aux rivaux stratégiques eurasiatiques, russes et chinois. Et donc on va avoir peut-être des poches comme ça de néoconservatisme, on va dire, qui vont apparaître face aux nouveaux adversaires du moment. Et donc là, la partie, on va dire, plus société ouverte va un peu s'amenuiser et on va rentrer dans une confrontation plus directe. Mais le problème, c'est que plus on va aller vers là, plus ils vont devoir montrer la vraie nature de leur projet. Et c'est ce qui est en cours. Donc ils vont devoir gérer à la fois la contradiction géopolitique externe et la contradiction politique interne. Et c'est pour ça que je pense que la convergence de ces deux courbes crée une perturbation interne au système mondialiste qui peut vraiment le faire vaciller. Pas immédiatement, mais sur une période de temps qui, malgré tout, à l'échelle de l'histoire, sera assez brève. Le tout, c'est nous d'être patients et de construire nos propres réalités alternatives. C'est essentiel, mais c'est réellement ça. C'est vraiment d'arriver à créer nos propres poches de vie différentes qui pourront pallier à tout ce qui va se passer, que le scénario soit un renforcement du totalitarisme ou à l'inverse un effondrement systémique. La différence sera le lien entre les personnes, le lien humain. Et en fait, notre époque est réellement, en ce sens, apocalyptique, c'est-à-dire c'est une époque à la fois de destruction, mais de révélation. On commence à comprendre tout un tas de choses, et à mesure que le système se dérègle, et donc il faut utiliser cette période et la vivre finalement, je dirais presque joyeusement, puisque l'empire du mensonge s'effondre progressivement et se fissure. Quand est arrivé le Covid, bon, il y a, comment dire, moi j'avais commencé mes travaux, ça fait une vingtaine d'années que j'étudie ces questions-là, depuis le 11 septembre. Et donc à chaque pas qu'ils font de plus vers leur domination, ça crée en retour, justement en feedback, une prise de conscience dans des parties nouvelles de la population. Et cette chose-là devient de plus en plus extensive. Alors il y a une forme de course, justement, c'est pour ça qu'ils ont, je pense, activé, avec le Covid, ils se sont activés, quitte à apparaître un peu plus au grand jour, parce qu'ils sont pressés de réduire la population qui pourrait leur être réfractaire. Et donc pour ça, bon, classiquement, quand vous habitez finalement dans des pays extérieurs à la zone occidentale, eh bien, c'est la guerre. Et puis finalement, quand vous êtes au cœur de l'Occident, ça va être des méthodes plus indirectes, comme effectivement l'injection de poison et autres stérilisants. Donc voilà. Donc en fait, c'est finalement une époque qui est intéressante à vivre parce que c'est une époque à la fois de durcissement, mais aussi de prise de conscience et de compréhension plus profonde. Et donc, effectivement, la clé, je pense, sera effectivement la question spirituelle, puisque ce qui s'effondre, c'est effectivement un monde. Alors, il faut comprendre, là aussi, un autre intervenant a parlé de ça, c'est la religion occulte de ces gens-là. Et là, c'est intéressant de comprendre ça. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui n'ont pas de croyances. En fait, ils ont des croyances, mais ils estiment qu'elles appartiennent à une élite. Et nous sommes à l'extérieur, et donc finalement, nous ne sommes pas dignes de recevoir ces croyances-là. Mais là encore, l'orgueil humain fait qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de commencer à nous montrer les choses. On parlait des cérémonies des Jeux Olympiques de Paris. Bon, là, c'est clair. Hein, là, c'est vraiment c'est un rituel collectif qui a été fait. Hein, c'est une forme d'initiation de la France à leur religion, un mystère caché qui va se faire toujours plus
public. Et donc il y aura une partie de la population, c'est pour ça que là ça rejoint la question spirituelle, parce qu'à un moment, il faudra choisir. Et c'est là que l'intelligence ou la bêtise, ce n'est plus juste comment dire, un choix presque technique, là c'est un choix spirituel, c'est-à-dire ça devient un péché. À un certain niveau, être bête, ça devient un péché, parce qu'on n'a plus le droit d'être bête face à ce qui arrive, et il faudra choisir. Voilà. Donc il faudra choisir soit le camp en fait, de ce que les premiers chrétiens appelaient la bête, c'est-à-dire qui sera forme de tyrannie globale, soit le camp de la liberté et de l'esprit. Et il y aura, je pense, toujours des poches d'humanité qui résisteront, et il faudra être dans ce camp-là. Et en fait, les gens qui auront échoué au test de QI, mais là c'est au test même spirituel, parce qu'en fait il y a quelque chose de nature spirituelle. Quand on commence à accepter que de se faire mutiler pour des questions finalement sur ce dont on nous privait, ce n'est pas grand-chose par rapport même à la simple vie quotidienne qu'ont vécu des générations et des générations de nos ancêtres. Bon, ne pas aller dans les restaurants, c'est pas non plus la fin du monde. Mais je veux dire, être accepté de se faire mutiler pour ça, déjà, pour moi, c'était un test. Et là, ça rejoint aussi, c'est une question politique. Les penseurs politiques ont souvent dit que qu'est-ce que le propre du politique, c'est la distinction entre l'ami et l'ennemi. Moi, je pense que là, clairement, ce qui s'est passé pendant le Covid, moi, j'avais des amis et des ennemis. Et à partir de là, ça crée une ligne de démarcation. Des gens, après, ont pu prendre conscience, etc. Mais des gens qui n'ont pas pris conscience, n'ont pas voulu utiliser leur faculté spirituelle, qui est un don de Dieu, eh bien, à ce moment-là, ils ont quand même facilité le travail de la tyrannie. Donc à ce moment-là, ils sont devenus des sortes d'ennemis. Alors comme notre fondement, c'est le judéo-christianisme, c'est basé sur le pardon. Donc s'ils reviennent, c'est une chose, mais il faut garder toujours en tête cette épreuve-là, et il y en aura d'autres. Et en fait, je pense que ces épreuves créent comme deux corps politiques antagonistes à l'échelle presque du monde, ceux qui acceptent le projet de la bête et ceux qui le refusent. Et on va aller toujours plus vers ces questions-là. Là, je suis en train de préparer un prochain livre sur ce qui se passe en Terre Sainte. Eh bien, il y a des choses fondamentales qui sont en train de se préparer, comme par exemple le projet de reconstruction du temple de Jérusalem. Si on regarde les premiers pères de l'Église, les premiers pères de l'Église nous expliquaient que à la fin des temps, c'est ce que voudra faire, en fait, ce que les chrétiens appelaient le tyran ultime, c'est-à-dire l'antéchrist, c'est-à-dire un faux messie. Et en fait, toutes ces conceptions-là nous apparaissent lointaines, mais l'idée d'un faux messie, quelqu'un qui se fera passer pour... en fait, on dit que le Christ était l'agneau de Dieu. Eh bien, c'est quelqu'un qui se fera passer pour un agneau, qui se fera passer comme bon. Et on voit tout ce que font les mondialistes, c'est ce qu'ils font. Ils se font passer pour des agneaux, pour des gens qui travaillent au bien commun et qui utilisent les principes de charité en les dévoyant. Les droits humains, etc. Effectivement, la santé, ce que fait Gates. Et on regarde finalement, on voit ces acteurs-là vont prendre chaque secteur fondamental de la vie humaine et vont les occuper et les détourner. Et ils vont justement prendre des questions comme la santé. Donc là, c'est la Fondation Gates. Je ne vous apprends pas la Fondation Gates, qui est le deuxième financier de l'OMS. Eh bien, sur les questions de droits humains et autres, ça va être l'Open Society de Soros. Sur les questions de droit à mourir dans la dignité, ça c'est aussi la Fondation Soros. Par exemple, la Fondation Soros avait financé depuis des années aux États-Unis une association, une ONG qui s'appelait Project Death for America. Bon, on ne peut pas faire, c'est quand même plus limpide. Et ces gens-là donc, sont investis. Si vous regardez, c'est ce que j'avais fait dans le premier livre, tous les projets dans lesquels sont investis les fondations Soros. En fait, comment fonctionne une fondation comme la Fondation Soros? C'est une fondation qui elle-même va servir de pouponnière à tout un tas d'ONG et en fait va financer tout un tas d'associations qui vont intervenir sur des thématiques de société qui visent justement à transformer la société. Eh bien, ils vont prendre chaque thème
et appuyer dessus. Et donc la Fondation Soros, ça va être la légalisation des stupéfiants, enfin tous les thèmes d'ailleurs qu'après vous allez voir ensuite émerger dans les institutions internationales. En amont, ils ont été poussés par ces associations. Et donc voilà, pour finir, eh bien, donc ces gens-là, je pense qu'à un moment donné, c'est la phase dans laquelle nous sommes, ils vont vouloir arriver vraiment à un système intégré mondial, et plus ils vont arriver proche de leur but, plus forcément ça va se voir, et il y aura une opinion publique contraire. Voilà. Je ne pense pas qu'effectivement on doit s'occuper de savoir si on peut vaincre ou pas, on doit s'occuper de savoir comment on doit résister, transmettre le flambeau, et finalement survivre, même pas survivre, mais continuer à vivre, puisque leur projet est anti-vie. Voilà, je vous remercie.